Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous d'être présents dans cette nouvelle rencontre de la bibliothèque Gulbenkian, hors de ses murs, ici à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, qui nous accueille ce soir et que nous remercions également. La bibliothèque Gulbenkian est ravie d'accueillir ce soir André Pealou et Jean-Frédéric Schaub, que nous saluons très chaleureusement, pour la présentation du livre Le roi Sébastien de Venise, Histoire d'une rumeur, paru aux éditions Chandaigne cette année, que vous pouvez vous procurer à la fin de la session, ou peut-être que vous l'avez déjà, et puis parler avec son auteur. Cette rencontre sera enregistrée et mise en ligne plus tard via le site de la Fondation Calouste Gulbenkian, délégation en France, et via nos réseaux sociaux. À la fin de la présentation, il y aura un temps d'échange entre le public et les deux invités. Cependant, avant de passer la parole à tous les deux, je fais une petite présentation. André Pealou, que nous sommes ravis de retrouver car nous avons eu le privilège de vous accueillir via Zoom au mois d'avril de l'année dernière pour la présentation de votre livre Mortificação do Rei Dom Sebastião, paru aux éditions Tinte de Chine en 2021. Vous êtes professeur des universités au département de portugais de l'université Rennes 2 depuis 2022. Historien, vous travaillez sur l'histoire de l'information à l'époque moderne, en particulier sur la Gazette de Lisbonne. Actuellement, vos recherches portent principalement sur l'histoire politique et socioculturelle du Portugal pendant l'union dynastique de 1580 à 1640. Et vous avez soutenu votre habilitation à diriger des recherches en 2021 autour d'un sujet sur les origines du sébastianisme et le cas du faux roi Sébastien de Venise que vous nous présentez ce soir, en compagnie de M. Jean-Frédéric Schaub. Donc, vous êtes historien également et vous enseignez à l'École des hautes études en sciences sociales au laboratoire les mondes américains. Vous avez récemment publié avec Silvia Sebastiani « Histoire de la race dans les sociétés occidentales au XVe-XVIIIe siècle » chez Albin Michel en 2021, pour une histoire politique de la race chez Seuil en 2015. Et donc, vous allez dialoguer avec M. André Pealou. Et merci à tous les deux et à tous qui sont là de votre attention. Merci beaucoup. Bonsoir et merci. Je veux remercier d'abord la Fondation et la bibliothèque Calouste Gulbenkian, Cristina Costa pour l'invitation. Il y a 2 ans, on avait fait une présentation de la version portugaise de ce livre, et maintenant beaucoup plus agréable au moins du point de vue de la présence. Cette nouvelle présentation, donc merci beaucoup. Je remercie aussi les éditions Chandaigne, Mylène et Anne et Claire pour tout le travail et autour de cette édition. Et je remercie Jean-Frédéric Schaub. Alors, il y a quelque chose je suis un peu ému aussi parce que il y a presque 25 ans, c'est exactement ici, comme dirait un historien portugais, que j'ai commencé à faire ma thèse. Et Jean-Frédéric Schaub est pour quelque chose parce qu'il était la personne qui a un peu séduit, si on peut dire, moi et Rui Tavares pour venir faire une thèse à l'école des hautes études. Voilà. Et donc, c'était le début d'un parcours qui après nous mène vers des chemins imprévus et qui m'a fait continuer faire un parcours universitaire et personnel en France. Et je vous remercie évidemment, vous qui êtes là, qui êtes venus. Il y a des amis, des personnes de ma famille et des gens que je ne connais pas. Et donc, merci d'avoir pris un peu de votre temps pour venir assister à cette présentation. Donc, je vais essayer d'expliquer rapidement
bon, première chose, donc ce livre est la version française de ce qui a commencé par être une habilitation à diriger des recherches. Donc, on peut dire qu'il est à sa troisième, voire quatrième, son quatrième avatar, quatrième version. Il y a d'abord une version française pour des preuves académiques. Il y a eu une transformation de ce texte en portugais pour un livre qui est paru en 2021. Après, il y a ce travail d'édition en français et il y aura une version au Brésil bientôt en août, je pense. Donc, ça fait quand même un moment que je tourne autour de ces éditions, à un point que je ne sais plus exactement qu'est-ce que je vais dire, que je n'ai déjà pas dit, en sachant qu'une partie de vous ne m'a jamais entendu parler donc, sur ce livre. Et voilà, donc il faut penser à par où est-ce que je commence. Peut-être donc c'est l'histoire d'une imposture, d'une rumeur, mais par une identification non voulue ou voulue avec l'objet. Il y a une petite imposture dans le titre en français qu'on voit tout de suite et qui n'est pas méchante, qui est des motivations commerciales tout à fait honnêtes, qui est il ne s'agit pas de l'histoire d'un roi Sébastien. C'est quelqu'un qui disait qu'il était le roi Sébastien du Portugal. Ce n'était pas un roi de Venise. Là, la petite imposture tient là cette préposition, parce qu'il n'était pas de Venise. Il s'est manifesté à Venise en 1598. Mais après, le sous-titre explique bien et démonte ou rachète le péché moral de l'imposture en décrivant rigoureusement de quoi il s'agit. C'est l'histoire d'une rumeur. Je pense que c'est plus correct de dire que c'est l'histoire d'une rumeur que l'histoire d'une imposture. Parce que finalement, cet imposteur qu'il était, il a passé la plupart de son temps non pas à faire semblant qu'il était le roi Sébastien, il était en prison pendant presque 5 ans. Enfin, il a écrit des lettres et il a dit qu'il était le roi Sébastien. Mais voilà, c'est peut-être une des conclusions, une des dernières choses que j'ai dit dans le livre, et c'est quelque chose qui est une formulation qui appartient à Christian Jouot, qui m'a fait ce commentaire et qui correspondait à quelque chose que je pensais déjà sans trouver peut-être les mots tels qu'il les a trouvés. C'était plus quelqu'un qui voulait être le roi Sébastien, c'était quelqu'un qui voulait dire qu'il était le roi Sébastien, ce qui est une proposition assez différente. Donc l'idée de travailler sur ce sujet est née il y a longtemps, d'une forme assez banale finalement. Il y avait un colloque à l'université de Rennes 2 où je travaillais déjà à l'époque, dont le sujet était les failles de la mémoire. Et on m'a demandé, donc c'était dans une faculté de langue, les collègues d'espagnol qui organisaient, et m'ont demandé, est-ce que tu ne veux pas présenter quelque chose? Et moi, j'ai un peu pensé sur quoi je peux travailler dans l'histoire portugaise, quelque chose de manque de transmission de la mémoire. Et le sujet du roi Sébastien m'est apparu comme une évidence. Donc j'ai pensé d'abord inviter Lucette Valency qui avait travaillé sur ça. Et après, je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais moi-même faire quelque chose. J'ai commencé à lire, commençant par lire Valency et après d'autres textes. Et j'étais très surpris par la découverte que j'ai faite, qui n'était pas originale, mais ça, je ne l'ai compris qu'après. C'était qu'au contraire de ce que j'avais appris et de ce qu'on pense, et de quelque chose qui reste dans une espèce d'inconscient collectif au Portugal, très ancré, il n'y a aucun mystère quand on lit les différentes sources, les chroniques, les récits sur la mort du roi Sébastien dans la bataille des Trois Rois, qui est la bataille où le roi Sébastien est mort. Et le Portugal s'est trouvé dans une situation extrêmement difficile d'un point de vue dynastique, puisque il n'avait pas d'enfants, il n'y avait pas de succession directe de la couronne. Et donc il y a
son arrière-grand-oncle, son grand-oncle qui le succède, mais qui est âgé. Et donc la question de la succession et de l'incorporation, de l'intégration du Portugal dans la monarchie catholique, dans la monarchie ibérique des Habsbourg se posait déjà avant la bataille, parce qu'on savait qu'il y avait ce risque de perte, de défaite et de perte du roi, qui était obstiné pour combattre personnellement. Et voilà, donc il y a cet épisode très connu dans l'histoire portugaise, mais très méconnu dans ces détails décisifs qui sont le roi est mort et on l'a reconnu, et sa mort a été officialisée, a été certifiée par un juge, par des nobles qui ont témoigné, et par un juge, donc dans une intention extrêmement claire de rendre officielle cette mort. D'ailleurs, il ne pourrait pas y avoir de succession de la couronne dans la personne du cardinal Henri s'il n'y avait pas eu une certification de la mort. Et c'est seulement quand la nouvelle officielle arrive qu'il est proclamé roi. Et donc, à partir de cette découverte, je me suis intéressé à ce qui vient après, et très rapidement aux épisodes d'imposture, de faux roi Sébastien. Il y en a plusieurs, et au plus important, qui est celui qui a lieu 20 ans après. Et donc ce livre, pour les 2/3, est le récit et l'explication historique de cet épisode qui dure 5 ans et qui est qui reste très très près des événements, des menus événements que j'ai trouvé passionnants et que j'ai voulu partager avec les lecteurs. J'ai tout de suite pensé, je veux écrire un livre sur cette histoire. Et voilà, donc j'ai étudié, je suis allé à différentes archives à une échelle européenne, enfin Espagne, Portugal, Italie et France. Et voilà, c'est donc le livre est cela. Et la première partie, c'est ce que je viens de vous synthétiser, c'est expliquer la question, cette découverte, enfin cette redécouverte entre guillemets de la mort du roi, et tout ce qui, à mon sens, explique une amnésie, si on peut parler comme ça, de ce décès, de cette de travail de faire le deuil du roi Sébastien. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui s'est passé, c'est que pourquoi l'épisode de Venise? L'épisode de Venise est important parce qu'il va fixer un corpus textuel de textes imprimés, de lettres, de prophéties qui ont été ramassées, rassemblées à l'époque, qui vont être la base d'une construction légendaire qui est le sébastianisme, qui a duré plusieurs siècles d'une façon très différente à chaque fois, mais le plus surprenant peut-être, c'est qu'au lieu de se terminer à un certain moment, de s'estomper, il a gagné une nouvelle vie au 19e et au 20e siècle, ce mythe, avec une construction très puissante du point de vue intellectuel, littéraire, par les écrivains, par des poètes, par des penseurs qui ont vu dans le sébastianisme quelque chose lié à l'identité même du Portugal. C'est quelque chose de très connu, des gens qui s'intéressent à la culture portugaise, à la littérature portugaise. Il y a deux grands mythes littéraires peut-être dans la culture portugaise, et le roi Sébastien en est un. Et l'autre, Pedro e Inês, les amours tragiques du roi Pierre et de Inês de Castro. Bon, j'essaie de ne pas prendre trop de temps, mais voilà, c'est ce sujet qui est travaillé dans la première partie pour après venir au récit. Je sais que Jean-Frédéric va parler après, il va expliquer beaucoup mieux tout ce que je ne suis pas capable de voir. Mais je voulais juste finir peut-être cette petite présentation avec les questions qui m'ont transporté, qui ont mené mon enquête. Donc, alors, et là encore quelques précisions sur l'épisode. Donc, le faux roi Sébastien de Venise était un Calabrais qui s'appelait Catizzone, Marco Tullio Catizzone. Et il ne savait pas le portugais, il n'était jamais allé au Portugal. Et ce qu'il savait sur le Portugal et sur la langue portugaise, il a essayé d'apprendre
sur le tard, comme on peut dire, enfin, improvisant et essayant à travers des livres qu'il avait, qu'on lui a prêtés, s'improviser un roi portugais. Non seulement un portugais, mais un roi. Selon la plupart des sources, il n'avait pas de ressemblance physique. Il était brun, alors que le roi Sébastien était connu pour être blond. Et voilà, donc physiquement aussi, il était très différent. Donc, quand on s'aperçoit de ça, ma question était comment est-ce qu'une revendication aussi implausible, aussi invraisemblable, a pu durer 5 ans? Et pourquoi? Ça, c'est une question. Et parce qu'effectivement, il reste 5 ans dans les prisons. Il aurait dû logiquement être condamné à mort déjà à Venise, parce que c'est ce qu'on faisait à quelqu'un qui se faisait passer par le roi. Et Venise ne l'a pas fait. Elle a décidé de temporiser et de garder ce prisonnier qui pouvait avoir une valeur politique. Donc c'est la valeur politique de cette histoire qui a été peut-être qui est au centre aussi de mon travail. Une autre question, donc, c'est la présence des Portugais qui ont été attirés par cette histoire, les Portugais qui étaient des opposants au roi de Castille, qui étaient des farouchement anti-castillans, qu'on n'appelait pas à l'époque, mais que j'appelle des sébastianistes, parce que ce sont les premiers qui le sont. Et donc, je me suis posé la question de plus en plus pendant la recherche, est-ce qu'ils y ont cru? Est-ce qu'ils pensaient qu'il était le roi? Ou est-ce qu'ils étaient des manipulateurs, des gens avec des arrière-pensées? Voilà, donc c'est une autre question qui traverse le livre. Et le Calabrais, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il l'a fait avec un objectif rationnel? Est-ce qu'il voulait quelque chose? Qu'est-ce qu'il cherchait à travers cette imposture? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas, à un certain moment, arrêté de dire qu'il était le roi Sébastien? Et voilà, une autre question qui vient au début, qui n'est plus liée à cette histoire, mais qui est aussi importante et peut-être est plus liée à une réflexion, déjà préalable, pendant le livre et après le livre, après que j'ai publié le livre au Portugal. Je pense que, voilà, la question est: qui reste-t-il aujourd'hui du sébastianisme au Portugal? Qui est une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce que cette histoire du roi Sébastien, les gens la connaissent, on en parle? Il va venir par un matin de brouillard dans la barre d'Otège, en arrivant de la mer. Voilà. Est-ce que le sébastianisme existe encore? Est-ce qu'il est encore puissant au Portugal? Et moi, c'est la seule question à laquelle je vais peut-être vous donner une réponse. Je pense qu'il n'est pas très important. Et qu'il a eu une importance historique, culturelle forte, qu'elle est encore vivante dans une forme d'inconscient ou de mémoire, mais c'est plus un personnage d'anecdote qu'on aime, sur lequel on rigole et qui fait mais à chaque fois, c'est vrai que d'un côté, c'est puissant parce que l'anecdote, elle est là. C'est vrai qu'elle est bien présente. Par exemple, vous donnez un exemple. À chaque fois que je parle avec un Portugais, un journaliste, je l'ai fait déjà 2 fois depuis que le livre est paru en France. Dès qu'on parle avec quelqu'un portugais, on n'arrive jamais à parler de l'épisode du Calabrais, de l'imposture. On parle que du roi Sébastien. On s'arrête là parce que c'est ce que... Et il y a toujours... parce que le roi Sébastien, effectivement, son histoire mythique s'est superposée à son histoire réelle, à son histoire historique. Et ça reste quand même ancré. Mais voilà, je pense que le sébastianisme, en tant que construction idéologique forte du nationalisme portugais, je pense qu'il a fait ses jours et il est devenu certainement autre chose. Un personnage proverbial et sans grande épaisseur politique. Non, mais ça, ce serait une discussion peut-être. Voilà, merci. Merci André, merci à
à la Fondation Gulbenkian de m'offrir l'occasion de discuter du livre d'André. Merci à toutes les présentes et tous les présents. Et face à ce très beau livre, j'aimerais commencer par un simple souvenir cinématographique que peut-être vous avez en mémoire dans un des derniers films de John Ford, The Man Who Shot Liberty Valance, se termine par cette phrase « When the legend becomes fact, print the legend ». Donc, lorsque la légende dépasse la réalité, imprimez la légende. Vous vous souvenez peut-être que c'est l'histoire d'un sénateur qui est sur le point de devenir vice-président des États-Unis et qui raconte la manière dont il a débarrassé un village d'un bandit, Liberty Valance, alors que ce n'est pas lui qui l'a tué. Donc là encore, c'est une histoire fausse. Mais le point fondamental, c'est que le film se termine par ce qui compte, c'est la légende, c'est pas ce qui s'est véritablement passé. Donc, une manière de dire que le problème posé par la recherche d'André et par les historiens qui se sont intéressés au sébastianisme entre dans une discussion historiographique et historique très large sur la question de savoir ce qu'on fait, comment on arrive à négocier la séparation entre la légende et l'histoire. Alors, avant de donner quelques éléments pour la conversation, pour la discussion, pour le débat, je voudrais dire quelques mots du livre en tant qu'objet, parce que je crois qu'il est important de rendre hommage au travail extraordinaire que depuis des décennies est conduit par la maison créée par Michel Chandaigne. Et en particulier, je crois qu'il est important de souligner, outre le fait qu'il s'agit, comme toujours, d'un livre, disons, plastiquement magnifique, dans la collection, hein, et vous trouverez ça sur les rabats, hein, Chandaigne a également republié le livre de Lucette Valency sur la mémoire du sébastianisme, hein, les fables de la mémoire, alors qui porte sur un sujet en fait très différent du tien, hein, puisque c'est pas du tout les deux livres ne sont pas du tout des ouvrages qui se répètent, hein, en aucune manière, mais je trouve intéressant que les deux soient publiés dans la même collection. Le thème du livre de Lucette Valency était sur la construction mémorielle du fait sébastianisme dans les traditions chrétiennes, juives et musulmanes d'Afrique du Nord, ce qui n'est pas du tout la question qui est la tienne. Je voudrais ajouter un point concernant la collection dans laquelle ce livre est publié. C'est une collection dans laquelle ont été publiés, et continueront de l'être, je l'espère, des livres de sciences humaines et des livres de littérature. Je dis pas des livres sur la littérature, mais des livres de littérature. Esteth Keloche. Bon, prendre un exemple. Et ce qui rapproche d'ailleurs le projet de cette collection de celle d'une autre collection, d'une autre maison d'édition, et qui me semble, de ce point de vue, être une cousine de celle-ci, qui est la bibliothèque du XXe puis du XXIe siècle des éditions du Seuil, qui a aussi cette particularité de rassembler dans son catalogue des livres de sciences humaines et des livres de littérature, chacun d'ailleurs dans son registre propre. Alors dans ta présentation, tu as, pour en finir avec le livre comme objet, tu es revenu presque sur le mode pénitentiel, sur ce roi Sébastien de Venise. Alors moi je suis très sensible à ton argument, parce que il se trouve que chaque année, je fais commenter aux étudiants, je fais réfléchir les étudiants au sous-titre de la tragédie de Shakespeare, Othello, The Moor of Venice. C'est pas The Moor in Venice, c'est The Moor of Venice. Ce qui suppose qu'on peut être à la fois vénitien et mort. Et ce qui déclenche évidemment la tragédie. C'est parce qu'on ne peut pas être vénitien et mort. Or, la tragédie, le sous-titre de la tragédie, c'est Le mort de Venise. Alors, le marchand de Venise, lui, ne pose pas du tout ce genre de questions, puisque, comme chacun sait, le marchand de Venise n'est pas juif, mais il est chrétien. Hein, c'est Antonio, ce n'est pas Shylock. Mais là, je ne sais pas si tu as
quand dans la discussion que tu as eue avec les amis de Chandaigne, vous y avez pensé, ben, évidemment, il y a une résonance shakespearienne, ce qui, en plus, du point de vue chronologique, est absolument pile-poil. Hein. C'est-à-dire, tout ce que tu racontes se passe exactement au moment où Shakespeare est le plus créatif dans son travail. Alors, comme tu l'as rappelé, l'importance de ce travail, c'est qu'il opère sur deux niveaux, qui est à la fois, puisque c'est quand même le cœur de ta réflexion depuis le début, et de ce point de vue-là, il y a une très grande cohérence dans ton travail depuis toujours, qui est celui de la construction, constitution, circulation, appropriation des connaissances et des informations dans une société qui n'est pas celle de l'impression à bon marché et moins encore celle de l'impression électronique. Et là, il y a un niveau de ta réflexion, c'est qu'est-ce que la circulation de papier manuscrit, puis d'occasionnel, hein, comme dirait notre ami Chartier, d'occasionnel imprimé, produit comme effets sociaux et comme effets politiques dans une société d'Ancien Régime. Et qu'est-ce que la circulation de ces objets rédigés, hein, manuscrits ou imprimés, modifie à la prise de connaissance qui peut se produire d'un événement, en l'occurrence l'incarcération de Marco Tullio Catizzone et puis ces tribulations de Venise à Florence et de Florence à Sanlúcar de Barrameda. Donc ça, c'est un premier niveau. C'est-à-dire, comme tu le montres très bien, hein, cette façon de commencer le livre en nous disant circuler, il n'y a rien à voir, de toute façon, il est mort. Bon, voilà. Donc on commence par ça, il est mort. C'est pas la peine d'essayer d'aller trouver une autre histoire. Bon. Oui, bah, il est mort, sauf que il y a des textes qui circulent qui semblent diffuser l'information qu'en fait, il n'est pas mort. Bon. Donc ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est évidemment la romanticisation littéraire d'un sébastianisme a posteriori, celle du 19e et du début du 20e siècle, avec évidemment la statuification de Fernand Pessoa, qui mérite certainement une statue, je n'en doute pas. Mais voilà. Donc, et en fait, c'est ces deux niveaux qui sont là en permanence. Le niveau contemporain, il est dans l'implicite. Le niveau moderne, il est dans l'explicite de ton enquête. Mais il y a très fortement cette double présence. Alors, c'est une chose que j'avais dite quand on avait parlé de ton texte à l'occasion de la soutenance de l'habilitation. De même que tu notes quelque part que Peter Burke, très récemment, continuait à dire que il est mort peut-être à Alxarquivir. Bon, moi je dois reconnaître que pendant les premières années où j'enseignais sur l'Union des couronnes ici, en fait, par une sorte de peur presque superstitieuse, je ne parlais pas de la mort de Sébastien. Moi, je disais toujours la disparition de Sébastien. Ah, c'est moins dangereux. Je ne disais pas Sébastien, il est mort à Alxarquivir, je dis il a disparu à Alxarquivir. Bah, il a disparu, ça veut dire qu'il peut réapparaître. Hein. Bon, c'est dire qu'en effet, il y a une espèce de portée comme ça. Bon, c'était un peu ironique. Enfin, c'est une ironie qui fait que même l'ironie finit par reproduire le topos, en quelque sorte. Alors, tu as très justement insisté sur la distinction entre imposture et rumeur. Je pense que c'est très important parce que le thème historiographique de l'imposture, il a ses lettres de noblesse. De fait, le public français, comme tu le sais, en tout cas le public français de la fin du XXe siècle, a connu l'histoire des faux dont Sébastien, y compris, alors évidemment, là tu n'as pas parlé, celui de Madrigal, celui de Risseil, etc. Enfin, les petits faux Sébastien de Péninsule avant le grand don Sébastien, enfin, textuel qui t'intéresse, dans le livre d'Yves-Marie Bercé, qui était une histoire européenne des imposteurs. Je ne sais plus s'il allait jusqu'au faux Lénine qui se baladait en Russie dans les années 1919 par là. Mais en tout cas, voilà. Donc c'était un thème historiographique très,
qui était déjà très présent en fait dans la discussion scientifique française, mais qui était analysé de manière, je dirais, complètement en aplat. C'est-à-dire, des sources nous apprennent qu'il y a des types qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas, et puis on en fait la liste, et puis on dit un peu ce qui leur est arrivé, ceux qui ont été pendus, ceux qui ont été écorchés vifs, ceux qui ont disparu, etc. Bon, très bien. Ce que tu fais, c'est pas du tout ça, en fait. Hein, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une réflexion, je crois, de très, très, très importante sur les ressources dont disposait une société d'Ancien Régime pour distinguer le vrai du faux. C'est ça le problème. Et distinguer le vrai du faux, c'est arriver à reconstituer les conditions de production des énoncés, les conditions de leur formalisation, de leur mise en circulation, arriver à comprendre comment ils ont été lus et compris. Et ça, c'est une opération extrêmement délicate qui est conduite dans ce livre, dont je tiens très fortement à dire que c'est vraiment un livre d'histoire. Alors on a commencé à en parler tout à l'heure, hein, hors micro comme on dit à la radio. Le fait que ce livre, c'est pour ça que j'insistais sur la collection, côtoie des livres de romanciers, ne veut absolument pas dire que ce soit un livre dont la démarche intellectuelle soit mitoyenne entre l'enquête historique et la littérature. Pour moi, de la première à la dernière page, ce livre est un livre d'histoire. Un livre, c'est une enquête historique. Alors, en retournant le stigmate, le fait de bien écrire ne signifie pas qu'on est un mauvais historien. Hein, d'accord ? Donc, c'est pas parce que ce livre est extrêmement bien écrit, que c'est une très belle langue, dans les deux versions d'ailleurs, que pour autant, c'est un livre qui mobilise les ressources de la narration de fiction pour combler les vides de l'enquête, là où l'enquête est dans une situation d'aporie. À aucun moment tu n'es dans ce registre. Et de la même manière que ça n'est pas du tout un livre qui utilise le flou pour décrire le flou. Tu utilises le scalpel pour rendre compte de la manière dont on fabrique du flou. Mais toi, tu es toujours dans la posture de l'historien. Et d'ailleurs, ce qui le montre, à mon avis, anecdotiquement, de manière particulièrement spectaculaire, c'est que tu as eu un réflexe qui, de mon point de vue, est un réflexe typique de chercheur en sciences humaines. Tu es allé en Calabre voir le village où le type est né. Bon, ben ça, comme souci documentaire, c'est ça le souci documentaire par excellence. Pas seulement aller aux archives, c'est de savoir à quoi ressemblait cette montagne de Calabre dont le type est descendu, puis après il est allé à Venise et tout ça. Bon, ça, ce souci-là, pour moi, est vraiment la marque exacte de quelqu'un qui conduit une enquête. Et une enquête qui se donne des critères de caractère scientifique pour pouvoir s'accréditer. Alors, je vais pas être beaucoup plus long, mais je veux dire donc insister sur le fait que ce livre fondamentalement reste dans la ligne des travaux précédents un livre fondamentalement sur l'information, hein, sur la production de connaissances et leur circulation. Alors, tu es extrêmement attentif, et c'est ce qu'il faut faire, évidemment, au point de départ, au fait que, bon, il est mort, tu le démontres de toutes les manières possibles, et je pense que c'est très 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 bien, non mais c'est vraiment une chose tout à fait excellente, et ensuite, de reconstitution des réseaux, de l'interrelation, des gens qui ont pris part à la fabrication de la légende, selon la phrase du dialogue du film de John Ford. Maintenant, se pose la question suivante, pour toutes les personnes qui s'intéressent tant soit peu à la période large, qui irait depuis le départ de ce jeune roi mystique célibataire et au-dessus de tout soupçon sur les terres du Maroc, jusqu'au moment où les Cortes acclament Don Juan IV. Parce que le problème, tu le montres très bien, hein, en fait, Catizzone, il n'est proprement activé qu'à partir du moment où Don Antonio Prior do Crato est mort. En fait, la mort de Don Antonio Prior do Crato confère à ce personnage
qui se prétend Sébastien, cette dimension royale, en réalité, hein, par un effet de substitution que tu expliques à travers une analyse sociale ou sociopolitique des réseaux de gens qui ont investi à la fois symboliquement, mais qui ont mis en jeu leur vie, le peu d'argent qu'ils avaient, leur situation, leur inclusion dans la société portugaise. Donc des gens qui sont dans l'exil, ballottés entre Henri IV et Isabelle d'Angleterre, enfin Elisabeth d'Angleterre, etc. Bon. Et puis il se trouve son prétendant. Bon, il y a les fils, il y a les deux fils, mais enfin, pas sûr que les deux fils se substituent vraiment au père en matière d'antonisme. En tout cas, c'est pas. Et puis, bon, c'est très bien ce faux Sébastien, et puis à un moment donné, qui c'est le desejado? C'est lui ou c'est le duc de Bragance? Bon, quand même un problème. Donc on arrive à restauração, et au moment de la restauration, on va utiliser des arguments sébastianistes pour dire qu'en fait, le type qu'on attendait, c'était le duc de Bragance. Donc il y a une autre substitution qui se produit à ce moment-là. Je pense que, d'un certain point de vue, c'est là la clé de ce que tu démontres, en fait. C'est-à-dire que ce sébastianisme, concept qui se forge après les épisodes que tu racontes, en fait, le sébastianisme, c'est une politique de l'incarnation dans une société de l'incarnation. Et là, la dimension catholique, à mon avis, de l'affaire est extrêmement importante, parce que, au fond, d'une certaine manière, ce Sébastien qui ressurgit une fois que le prétendant a disparu de la circulation pour de bon, et qui, d'une certaine manière, accompagne dans l'ordre symbolique l'arrivée d'un nouveau prétendant qui n'a aucun rapport ni avec la dynastie des Avis, et n'est même pas un bâtard des Avis comme au prieur d'Ocrate, mais qui est complètement en dehors de la continuité dynastique. Et ben, d'une certaine manière, il y a un effet de transubstantiation. C'est-à-dire que ça, c'est tout le problème des gens qui pensent qu'il se passe quelque chose pendant l'Eucharistie. On a le droit de penser qu'il se passe quelque chose. Hein. On n'est pas obligé d'être toujours dans le ricanement. Mais s'il se passe quelque chose pendant l'Eucharistie, c'est que, en effet, les gens, les communiants, ont le privilège réellement d'incorporer le sang du Christ. Bon. Et puis, on peut faire l'hypothèse raisonnable que parmi les gens qui s'adonnent à la communion de l'Eucharistie, il y en a qui se demandent si vraiment le vin de messe est le sang du Christ pour de bon ou pas vraiment. Et d'une certaine manière, ce genre de problème, c'est-à-dire le passage en permanence de la vérité substantielle d'un phénomène à sa dimension symbolique ou à sa dimension métaphorique, est au cœur même du rapport que les hommes du passé, les hommes et les femmes du passé, établissent avec le réel. Et d'un certain point de vue, ce Sébastien, il fertilise ou il apporte son sang à la légitimité de Don Juan IV à la fin de cette histoire. De telle manière qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'avoir enfin un roi qui n'est pas espagnol, enfin qui n'est pas Habsbourg, et que ce roi n'est manifestement pas Sébastien, mais il l'est quand même un peu. Et l'arrangement, en quelque sorte, qui clôt cette histoire, qui fait qu'on peut être un roi du Portugal qui n'est manifestement pas Sébastien, mais qui l'est quand même un peu, rétroactivement, permet de comprendre exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que, je ne dirais pas sur le mode de credo quia absurdum, mais le fait que Marco Tullio Catizzone soit brun là où on attendait un blond, qu'il annonce vaguement une langue portugaise mal maîtrisée, alors que le petit Sébastien, c'est quand même un élève des jésuites portugais, c'est-à-dire que ça n'est pas rien du tout. Hein. Voilà. Cette invraisemblance-là prend une dimension tout à fait différente à partir du moment où on la resitue dans cette société catholique, cette société de l'incarnation et de la transsubstantiation, dans laquelle le passage
du matériel et du charnel au symbolique est une expérience de tous les jours, en quelque sorte. Et de ce point de vue, moi j'ai trouvé que le livre était extrêmement enrichissant parce qu'il apporte une pierre à cette discussion permanente sur la constitution de la vérité dans les sociétés d'Ancien Régime. Et je reboucle avec mon argument précédent, critère de vérité auquel s'ordonne le fait que c'est une enquête d'histoire, ce que tu fais. Et j'insiste parce que il n'y a à aucun moment dans ce travail, toi qui arrives, enfin, toi tu es troisième couche, si j'ose dire. La première couche, c'est les Teixeira, les Castro, etc., les Frei Estevan, etc. La deuxième couche, c'est des romantiques jusqu'à Pso, et la troisième couche, c'est André Bello. Bon, André Bello, et puis Jacqueline Herman, et puis Lucette, etc. Bon, et là, pour moi, je crois que les choses doivent être claires. Il n'y a aucune concession dans ton écriture et dans ton enquête pour laisser la moindre place à la brume. Il n'y a pas du tout de brume. Tout est clair, tout est au scalpel, ce qui est démontrable, ce qui n'est pas démontrable. Voilà. Et je pense que dans le temps que nous vivons à une époque où, à dire vrai, le mensonge occupe une place beaucoup plus importante qu'un rapport au phénomène réel dans la révolution anthropologique qui s'appelle la numérisation du monde. Nous sommes face à des dangers politiques, je crois, considérables autour de la mise en circulation, rien moins que par un président des États-Unis, de la notion de vérité alternative. Et donc, je crois, mais ça c'est mon côté vraiment positiviste étroit que je revendique, je crois très profondément qu'il n'y a pas de science humaine sans la revendication très 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 sereine d'un rapport aux critères de vérité. Voilà. Et c'est pour ça qu'une réflexion comme la tienne, du coup, par la manière dont tu le fais et par le sujet dont tu parles, est au cœur des préoccupations, je trouve, assez angoissantes du contemporain. Voilà, merci. J'ai plus de questions. Non, en fait, la question portait sur justement cette menace contemporaine, et on peut se demander si tout Internet n'a pas réactivé un peu le sébastianisme messianique ou je ne sais quoi dont tu parlais, André, tout à l'heure, qu'il y avait des courants qui pouvaient s'activer par les nouvelles technologies, quoi. Je ne sais pas, je n'ai jamais pensé à ça et je n'ai pas vu de signe de cela, mais c'est pas impossible, c'est pas impossible. Je sais qu'il y a eu un livre récemment, je ne vais pas dire que je l'ai lu, mais je l'ai feuilleté, qui s'appelle pour une nouvelle théorie du sébastianisme ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une espèce de néo-sébastianisme qui a été déjà un peu théorisé il y a quelques années, mais je ne suis pas sûr que cela ait beaucoup de gens prêts à suivre. Non, je pense que, pour l'instant, je ne vois pas, mais on ne sait pas. J'enchaîne peut-être juste sur merci Jean-Frédéric pour toutes ces remarques si intelligentes et surtout cette partie sur la question de l'incarnation, de la transsubstantiation auquel je n'ai pas pensé
mais qui vraiment, je trouve ça très suggestif. Bon, juste deux choses. L'une, c'est presque une blague. Finalement, à partir de ce que tu dis, de cette fertilisation par le sang de Catizzone qui va arriver en 1640 à l'acclamation des Bragança, finalement, on pourrait dire, en forme de blague, mais pas tellement, c'est pas totalement anecdotique, que le dernier faux Sébastien est Jean IV. C'est le dernier des faux rois et le vainqueur, celui qui vraiment... Et ça me fait penser, enfin, quand je cherche beaucoup sur en Internet, dans cette révolution anthropologique, comme tout le monde, des traces, des choses que je n'ai pas vues pendant mes recherches. Et là, encore, il y a quelques jours, j'ai vu un documentaire d'il y a presque 30 ans dans la télévision portugaise, qui est un documentaire de fiction fait par un journaliste, qui crée des situations de fiction, donc avec des gens habillés à l'époque, des acteurs de théâtre connus d'ailleurs, quelques-uns, 2 acteurs au moins sont connus, et qui commence par la pendaison, la condamnation à mort de Catizzone. J'étais très étonné parce que je ne savais pas du tout qu'on avait filmé ça. Il est indigent, l'épisode. Hein, je le conseille à personne. Mais le raisonnement, totalement dans un sens très différent du tien, est très, très nationaliste, hein, et de dire que finalement Catizzone et la mort de Catizzone va déboucher sur ces 140. Et le programme, c'est pour te dire, l'épisode s'appelle « A virtuosa malfeitoria ». Et donc, la vertueuse, comment on dirait, malfeitorie en français, c'est malfaisance. Donc, la malfaisance, c'est l'imposture. C'est aussi le document qui les intéresse, c'est les actes de Escorte islamique, donc un document forgé pendant la période philippine, avant 1640, qui va être utilisé pour donner des bases juridiques à la succession du Portugal, par laquelle les princes étrangers ne peuvent pas hériter de la couronne, et donc qui d'un coup crée une illégitimité rétroactive sur les Habsbourg, qui deviennent pour le coup illégitimes, usurpateurs, chose qu'ils ont été considérés par la suite jusqu'à presque aujourd'hui encore. Mais bon, c'est quand même étonnant. Même si voilà, le raisonnement n'est pas du tout, ne va pas dans le même sens, mais il y a une analogie frappante. Et une autre chose, juste par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que le fait que pour nous soit totalement, pour nous, invraisemblable, quelqu'un brun qui se prétend pour le roi Sébastien, c'est une projection anachronique. Pour eux, pour les sébastianistes, il n'y avait aucun problème. D'ailleurs, ils ont intégré cette dimension dans leurs arguments. Et même dans les lettres qu'ils écrivaient avec des pseudonymes, il y avait des lettres qui étaient signées Sébastien Pardo et Antonio Pardo. Et Pardo, donc comme métis ou voire noir, était donc le fait qu'il soit noir ou qu'il soit brun, pour eux, était au contraire une preuve de quelque chose qui avait changé et qui avait été providentiellement changé. Oui, ça c'était. Mais voilà, c'est pas du tout un problème. Donc cette mutation. Et d'ailleurs, encore une autre chose que j'ai trouvée récemment, excusez-moi, mais j'ai envie de dire ça à Jean-Frédéric devant vous. C'est Josette Eschel, le dominicain apologétique. Je suis en train de réunir un peu de matériel pour écrire un article à 2 mains avec un collègue brésilien sur lui et sur ses pamphlets. Et j'ai trouvé l'autre jour une chose extraordinaire. Les autorités espagnoles, l'ambassadeur d'Espagne à Venise, et je pense que le roi Philippe III, disait, enfin c'était quelque chose, des blagues qu'on faisait sur les Portugais de Venise, sur les sébastianistes, on disait, si les Portugais trouvaient, si c'était un noir qui disait, s'ils identifiaient
chez un noir le roi Sébastien, ça aurait été lui. Enfin, pour dire que c'est le roi Sébastien, ils auraient trouvé un noir et ils auraient dit c'est lui, le roi Sébastien. Et il le disait, et Josette Eschel, dans un texte écrit avant l'épisode, qui donc aucune idée il n'est pas encore sébastianiste, il dit ça. Il dit s'il y avait donc en défendant le droit des Portugais à choisir leur propre roi contre une théorie dynastique, ce sont les Portugais selon lui qui choisissent leur roi, qui acclament leur roi. Il dit s'il y a un noir, avec tous les stéréotypes très forts racialisés, enfin, je ne sais pas comment dire, phénotypiques sur les noirs, avec les lèvres grosses et le nez aplati, si un noir de ceux qui viennent de Guinée, s'il était choisi par les Portugais pour être le roi du Portugal, ce serait lui notre roi. Et il le dit explicitement, c'est assez extraordinaire. Et avec ça, j'ai chassé toute chance de nouvelles questions. J'espère que non. Alors, merci beaucoup à vous deux et merci à André pour le livre remarquable qu'il vient de publier, que j'ai fait un peu plus que simplement feuilleter, bien que je ne l'ai pas encore entièrement lu, je vais le faire, mais je l'ai fait à la bibliothèque de la Fondation Gulbenkian, où j'ai eu le plaisir de découvrir cette parution. Et je constate qu'il y a un mot qui revient pendant une partie de ton livre de façon récurrente. C'est le mot messianisme ou le messie. Alors, la question que j'aimerais te poser est la suivante. Le sébastianisme, y compris dans la forme qu'il prend autour de ce prétendu roi de Venise, serait-il la forme portugaise depuis 500 ans, la forme portugaise d'un messianisme? Et dans l'affirmative, ce messianisme serait-il strictement catholique ou serait-il plus large? Au fond, ma question est de savoir si le sébastianisme en tant que messianisme est simplement une singularité portugaise, ou bien ce que tu touches dans ton livre est une sorte de structure, je dirais presque transcendantale, c'est-à-dire universelle et nécessaire, du signifiant vide, toujours disponible pour être rempli par une figure providentielle qui condense les espoirs de ce qu'on a appelé jusqu'à présent une nation, mais un groupe, une civilisation. En plus, tous ces mots reviennent aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire un homme qui peut soudain donner corps aux aspirations, soyons sincères, parfois les plus ténèbres, hein, d'un collectif, tel que ces aspirations sont aujourd'hui modulées par les médias, mais au fond par l'opinion courante. Donc voilà, quel serait le lien dans ton texte entre la singularité portugaise et une sorte de structure universelle du messianisme en politique? Cher Diogo, je ne sais pas si je vais réussir à répondre à ta question. Parce que, bon, dans ma manière de... J'ai du mal à raisonner, à émettre des hypothèses à un niveau aussi général. Je pense que le sébastianisme est une forme de messianisme, ne serait-ce que voilà, par les sources qu'il mobilise, par les personnes qui l'invoquent dans ses débuts. D'ailleurs, ce messianisme, mais il n'y a pas une singularité portugaise, certainement pas. Le messianisme, déjà, s'inspire de sources de l'Ancien Testament, des prophéties de l'Ancien Testament, donc de messianisme juif. Et ce sont donc les prophéties de Daniel et d'Isaïe et tous ces textes que je connais très mal. Parce que, enfin, une chose, moi j'ai décidé de faire un travail sur, voilà, comme avait dit Jean-Frédéric, qui est très, qui essaie de reconstituer la circulation du savoir et de l'information, y compris les textes messianiques, mais je ne fais pas une analyse, n'interprète pas, ce n'est pas mon objet.
Parce qu'il y a eu beaucoup d'études là-dessus et ce n'était pas ce n'était pas ce qui m'intéressait. Donc, ce qui m'intéressait, c'était une action politique où le messianisme fait partie de l'idéologie. À quoi sert-il? C'est plus la question. À quoi sert le messianisme? À quoi servent les prophéties? Comment est-ce qu'elles sont utilisées? C'était ça, plus ça mes questions. Mais, donc, le messianisme a différentes sources. C'est des choses bien connues. Les mouvances nouveau-chrétiennes au Portugal, dans lesquelles a fleuri ou est apparu les fameuses trovas de Bandara, qui est devenue une source prophétique à partir de ce moment-là. Donc il y a plusieurs sources prophétiques qui vont être mobilisées par les sébastianistes qui sont messianiques, mais il n'y a aucune singularité là-dedans, dans un sens que Philippe II, il était messianique. Enfin, le roi Manuel Ier avait une mission providentielle messianique. Enfin, le messianisme associé au pouvoir royal et aux ordres religieux, aux ordres mineurs, enfin, c'est quelque chose qui vient d'une tradition médiévale, de Joaquin de Fiore, qui est quelqu'un qui a une très forte importance aussi, enfin, dans le devenir des prophéties d'origine médiévale jusqu'à l'époque moderne. Enfin, après, voilà, je pense que ce messianisme des sébastianistes est très concret. Ils veulent remettre le roi Sébastien au Portugal. Et donc, je ne sais pas comment continuer. Je distingue la distinction que je fais, je pense qu'il fait dans le livre, entre millénarisme et sébastianisme. Je pense qu'il ne s'agit pas d'une idéologie millénariste dans le cas en tout cas de l'épisode de Venise, tandis que par exemple dans l'épisode d'Ericeira, on voit un radicalisme social bien plus fort qui apparaît dans les propos qui sont tenus par les chefs de la contestation. Et j'établirais cette distinction entre millénarisme et messianisme. Et je ne sais pas. Après, voilà, il y a tous les usages qui ont été faits du sébastianisme le long de l'histoire du Portugal, sur lesquels je ne me suis pas non plus. Voilà, je n'ai pas étudié en profondeur. C'est sûr qu'il y a un usage politique du messianisme qui, par exemple, pendant la période des invasions françaises au Portugal, fait que la référence au retour d'un encoberto, qui est le mot qui était utilisé à l'époque, il fallait le dire. D'ailleurs, l'encoberto, ça c'est bien connu, c'est un personnage d'origine péninsulaire. Ça commence dans la région de Valence avec des révoltes contre Charles Quint, ou même avant. Donc voilà, les origines ne sont pas du tout singulièrement portugaises. Il y a les travaux de Sanjay Subramaniam sur le millénarisme nord d'Afrique et en Inde. Enfin, Jean-Frédéric, tu pourras dire quelque chose. Oui, enfin, s'il y a la recherche d'un point de connexion avec d'autres cas que le cas portugais, je pense qu'il faut repartir au fond les deux branches d'une alternative. Bah, soit il est mort en 1578 et c'est un martyr, soit il a été pendu en Andalousie, c'est quand même un martyr. Bon, de toute façon, tous les coups on gagne. Donc de toute façon, c'est un martyr. Voilà. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on arrive à construire une identité sur l'échec, sur le martyr, sur la tragédie? Et là, oui, je pense qu'il y a des connexions. Par exemple, ce qui fait que la crise du Kosovo est tellement interminable, au sens propre du terme, c'est que, du point de vue serbe, la question n'est pas seulement de savoir si le Kosovo est serbe ou pas serbe, c'est que l'identité serbe, c'est la mémoire de l'écrasement de l'armée serbe à la bataille du Merle Blanc. C'est-à-dire que l'identité serbe, elle naît de la remémoration d'un échec. La nationalisation du peuple français, de sa paysannerie et de sa classe ouvrière, elle naît de l'ablation de l'Alsace et de la Lorraine du territoire de la République. C'est comme ça que ça se fait. Et on pourrait chercher d'autres exemples. C'est-à-dire la vraie nationalisation de l'Espagne, qui est très tardive, elle naît de l'humiliation des Espagnols
devant la flotte américaine au large de Cuba, de Puerto Rico et des Philippines. Et donc là, il y a peut-être quelque chose, en effet, qui permet de construire du comparatisme, au moins dans les sociétés sur lesquelles on a prise par un rapport vernaculaire immédiat. Hein, parce que je n'oserais pas parler de sociétés dont je ne suis pas capable de lire les textes. Mais en tout cas, il me semble qu'en Europe, il y a plusieurs exemples comme ça qu'on peut mettre en avant, dans lesquels, paradoxalement, ou pas paradoxalement d'ailleurs, l'identité collective se fonde sur la métabolisation d'une catastrophe et non pas sur l'exaltation d'un triomphe. Et de ce point de vue-là, on peut dire que, je pense, le sébastianisme, oui, c'est une espèce de remémoration un peu sinistre, il faut bien dire, hein, avec tout mon respect, sur un truc un peu triste, quoi. Ce jeune roi vierge qui se fait trucider quelque part au milieu de nulle part sur la côte du Maroc. Bon, voilà. Et à partir de là, ça fabrique de l'identité. À mon avis, ça fabrique beaucoup plus d'identité que Ulrich et Afonso Henriques, parce que ça, c'est une construction totalement a posteriori. Alors que là, c'est pas une construction a posteriori. C'est-à-dire que c'est ça que tu montres aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi, je pense, un des grands intérêts du livre d'André, c'est que le sébastianisme n'est pas une invention des romantiques, justement. Même si le terme arrive tard, la fabrication d'une identité sur la base d'une rumeur, et d'une rumeur en plus qui est une rumeur quand même, tout ça est très très sinistre quand même au bout du compte. Hein. Faut quand même bien la chose, c'est pas de quoi faire des feux d'artifice. Et donc là, il y a peut-être quelque chose pour répondre à cette question. Le contexte fin de siècle, 1580, c'est quand il arrive des choses à la fin d'un siècle. Il y a toujours, je pense que ça a favorisé aussi cette question du roi qui va venir pour sauver tout le monde. Oui, même si, enfin, je ne me souviens pas d'avoir vu des références précises au changement de siècle dans les textes que j'ai lus, mais certainement, je pense que sans doute il y a quelque chose aussi lié. La conjoncture particulière, c'est la mort du roi Philippe II, premier du Portugal, donc la succession. Il y a un traité de paix, un rapprochement entre la France et l'Espagne. Ce sont des événements importants qui précèdent le début de la rumeur. Et on peut penser que la diffusion de la rumeur est associée à ce moment où le passage de la couronne de père en fils pourrait être profité. On pourrait en profiter pour essayer de faire quelque chose. Mais une des choses aussi enfin, je m'éloigne un peu de la question, mais une des choses que j'ai dit, qui me semble que mon enquête montre, c'est que, au contraire de ce qu'on pourrait penser dans une perspective nationaliste portugaise, des patriotes sébastianistes qui ont quand même, par de mauvaises voies, essayé de rendre au Portugal un roi portugais, ça n'a pas été déclenché par les Portugais. Enfin, ce sont eux qui vont amplifier et reprendre le relais. Mais ce sont des Vénitiens qui commencent. Au début, c'est une histoire de Vénitiens. Et d'ailleurs, au début, c'est même pas une histoire de Vénitiens important, c'est une histoire de Calabrais qui arrive à Venise et qui se fait repérer par des pauvres Vénitiens, des vendeurs, le propriétaire d'un aubergiste, un soldat qui disait qu'il avait participé à la bataille, commence à dire tu ressembles au roi Sébastien, tu es le roi Sébastien. Et voilà, et on ne sait pas comment, on ne peut pas savoir. À un certain moment, il commence à dire que oui, et non seulement il commence à dire que oui, il commence à signer des lettres, et là la chose devient publique. Et au début, les Portugais, même les Portugais qui habitaient à Venise, et les nouveaux chrétiens, les juifs portugais de Venise,
il ne prenait pas du tout au sérieux cette histoire et il se moquait. Enfin, c'était quelque chose considéré comme méprisable au début. Et ce n'est qu'après, avec la prison et le fait que Venise le garde en prison et ne le montre pas, ne le laisse pas voir, ne laisse pas les Portugais qui arrivent voir, que ce secret ou il va faire paradoxalement, mais logiquement, augmenter la curiosité, éveiller la possibilité et commencer à faire parler beaucoup autour de ce prisonnier. Oui, je voudrais remercier à nouveau tout le monde et Jean-Frédéric.